L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin. C'est vos partenaires si vous avez une petite organisation, une petite entreprise et vous avez besoin de spécialistes dans l'organisation d'événements, la tenue de livres, le suivi du membership. Donnez-leur un petit coup de fil, ils vont pouvoir vous aider. Ils font aussi même de l'organisation d'événements, donc vous n'êtes pas des experts là-dedans, c'est dur de vous retrouver, faire les inscriptions, les cocardes, ainsi de suite. Ben, regardez, donnez-leur un coup de fil. Ils peuvent vous donner un coup de main. C'est des pros depuis des années. Et on remercie aussi notre commanditaire cette année, la série Autre chose, des brasseurs Unibrou, des bières spéciales, particulièrement brassées pour faire différent. Donc, regardez pour ça dans vos épiceries. Bon podcast, tout le monde. Pas de thème. Mais regarde, dans le fond, notre technique cette semaine, c'était un peu comme les Huskies de St. Mary's. Il n'y a rien qui a marché. Hein? Yep. Beaucoup de volonté, volonté. Très peu de résultats. Oui, tout le monde, on se remet de la victoire à la Coupe UTEC. Avec moi, François, Tam. Je suis Éric Généreux. Merci d'être là. Hey, je suis tout débalancé en n'ayant pas de thème. On s'est déplacé, Tam, moi et quelques comparses en Nouvelle-Écosse samedi passé pour aller voir la demi-finale canadienne. Les Carabins nous ont pris sous leur aile. Clin d'œil. Donc, on a pu voyager avec l'équipe. Ça, c'était assez intéressant. Et on a pu visiter Halifax. C'était ma deuxième visite là-bas, ma première sur le campus de l'Université St. Mary's. Très pittoresque, hein? Très typique de ce qu'on retrouve en Atlantique, c'est-à-dire une université Et rien qui ouvre avant 10 heures. Il n'y a rien qui ouvre avant 10 heures. Tout est tranquille. Puis, petite ville, petite capitale de petite province, mais bien charmante. Les gens bien sympathiques. Tu jases avec le staff, puis ils te proposent des places où sortir. Fait que ça, c'est le fun. Moi, ce qui m'a impressionné, là, c'est que vous m'avez envoyé des photos 2 heures avant la game. J'exagère, c'était peut-être 3. Vous êtes sur le terrain. Non, 2 heures. 2 heures, on était sur le terrain. 2 heures et demie. Il n'y avait on pas va personne, on est faire en deux. Ouais, 2 heures et demie. Vous êtes littéralement sur le terrain. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas un asti de chat. Vous êtes assis sur le terrain puis vous vous promenez. Je dis assis, mais... on est allé prendre des photos avec James. Aucun sens. Je capotais quand j'ai vu ça. Ça m'a impressionné. D'autres parents sont arrivés peut-être 15-20 minutes après nous, puis là, ils avaient fermé les gates. Fait qu'on pouvait plus rentrer à partir de ce moment-là. Mais effectivement, c'est assez lousse, là. Il y a aussi le fait que quand tu arrives de bleu vêtu puis que tu as l'air d'avoir affaire là, ben, ils te laissent avoir affaire là, simplement. Mais il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de personnel de l'autre équipe. L'autre équipe est rentrée sur le terrain une demi-heure après. Là, fait que... Mais tu sais, quand je dis petit, là, c'est 2000 places, on dirait des estrades de parc au coin de la rue chez vous, là. Tu sais, 6 rangées. Ils en ont juste mis plusieurs tout le long du terrain. Il y en avait un petit peu plus du côté Huskies. Mais ils niaisent pas cette à bière, par exemple. Je me suis fait carter pour rentrer dans leur petite crise de beer garden. T'aurais dû voir le petit gars quand il s'est rendu compte que c'était dans 1900 l'année. C'est bon le moral, ça. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment petit. Écoute, ils n'ont même pas de vestiaire vraiment pour les visiteurs. C'était l'aréna. Ils prenaient les chambres de hockey de l'aréna à côté. Fait que malade. Mais les gars, t'es à côté du terrain. C'était pas une longue marche. Fait que non, on a bien aimé. Les pubs étudiants quasiment dans le end zone pour le 5-7 avant le match. Un petit tailgate brasserie. Fait que ça, c'était très sympathique aussi. Oui, mais je ne sais pas quel journaliste j'écoutais, mais l'endroit où vous étiez, là, vos estrades là, qui étaient en arrière du banc des Carabins, avant, il y avait des vraies estrades, là, mais ils les ont démolies parce que... ils ont construit la tour que tu vois en arrière. Ils ont construit des pavillons. Un pavillon de résidence, notamment. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Hein? Oh, qui est quand même assez gros puis très beau quand même, là, avec une grande aire commune. Parce que c'était un stade de 10 000 places avant qu'ils détruisent les estrades du côté qu'on était. Ouais. Mais votre beer garden, pas le beer garden, mais le pub qui est à côté, ça a l'air quand même nice. C'est le seul endroit sur le campus où tu peux boire de l'alcool. C'est vraiment nice. Complètement opéré par le Student Union. Ouais. Donc, c'était vraiment un bar. Quand je dis un bar étudiant, c'est des 2 bars du comptoir. Là. Puis le staff. Tu sais, fun fact, quand on est arrivé, quand ça a ouvert, je sais pas s'il y en a qui ont vu mon petit vlog, là.
nous, on est un peu à côté avec les parents en train de jaser. On attend que soit que le pub ou le stade ouvre. C'est le premier des deux. Et là, il y a une série de, comment je pourrais dire, des vétérans, là, des seniors, des anciens, des détenteurs de billets de scène. Ils se mettent à se corder devant la porte du pub, toi. Il y en avait 7, 8, 9, 10. On appelle ça des professionnels. Et ils savaient où ils s'en allaient. Fait que là, je commence à taper. Hey, ils nous montrent le chemin. Fait qu'on s'en va se parker en arrière d'eux autres. On est tout rentrés cordés. Puis t'avais, je te jure, on est rentrés dans le pub. Tous les anciens, là, je suivais une ligne de tête grise. Ils ont tous banqué à gauche. Ils savaient, il y avait leur place. Ils savaient où ils s'en allaient. On a tout tourné à droite. Puis là, t'avais toutes les serveuses à côté, en arrière du bar. Ils nous attendaient. Puis t'avais une rangée de bodyguards à côté. Des étudiants. Des étudiants, quand même. Ils attendaient. On s'est tous assis. Puis là, au bout de 5-10 minutes, ils ont fait bon, ils n'ont pas besoin de nous autres. Ils avaient vraiment préparé la sécurité. Ah ouais, ok. Moi, quand t'as dit bodyguard, je pensais que c'était du sang. Ah ouais, ok. Non. Il y avait des gens qui faisaient la sécurité, mais au bout de 10 minutes, avec la gang de parents, on s'est tous assis dans des booths, puis on est allé se commander à boire, puis ils ont fait OK. Ah non, mais on a mangé, on a bu, puis on est allé au stade, on est rentré dans le stade. Avoir un pub comme ça au Sepsum, ça pourrait être le fun dans tabarnak. Mais c'est pas juste le pub du stade, c'est le pub du campus. C'est comme si on prenait la brunante, là, puis qu'on allait le planter directement à côté du stade. Fait que, la localisation fait que c'est un endroit parfait. Mais c'est exactement. Puis si on prenons la brunante, c'est pas simple mignon, mais mettons le pub de l'Université Laval, là, prenons un campus qui est un peu plus à l'américaine. Il est quand même loin, là, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Quand j'avais regardé justement où sont les places où aller boire, je trouvais ça nice, sa place-là, mais directement sur le campus. Mais si vous me dites que c'est la seule place que tu peux boire sur le campus, là, il y avait un beer garden au moins. Il y avait un beer garden, exactement ce à quoi tu t'attends. Mais la grosse affaire qui m'a surpris, il a été plein toute la game. Dans le end zone, plein toute la game. Ah, ben je l'ai vu je le voyais dans les images, mais je pensais que c'était juste une place où que les étudiants étaient. Non, c'était une place où les étudiants étaient. Tu penses qu'ils étaient là? Ouais. C'est pas compliqué. C'est tout des résidences étudiantes autour. Fait que là, tu voyais les gens ouvrir leur store pour écouter la game de leur chambre. On les faisait des tatas. On leur faisait des tatas. Ouais. Hey, vous avez fait du bruit, on vous a entendu pas mal. On était en plein centre avec notre drapeau. Les carabins se sont revirés une couple de fois quand ils ont entendu des chants du Sepsum. Oui, non, c'était très bien. Fait qu'il y a eu une game de football. Oui. On l'oublie parce que il y a peut-être un moment où on a senti que les Huskies pouvaient être dans le match. Mais on va en reparler plus tard, mais un bon speech et c'était réglé. Je vous explique. Donc, on commence le match avec St. Mary's qui prend le ballon. On s'échange quelques possessions avant que finalement les Carabins réussissent une série un peu plus intéressante de 44 verges. Philippe Boyer va rater son placement. Ça va être quand même le premier point du match 1-0. Échange de ballon. Et là, les Carabins prennent le contrôle. 11 jeux, 75 verges. Et là, je vais dire quelque chose que je vais répéter beaucoup dans les prochaines secondes. Touché de Mathieu Barsalou. Course de 2 verges. C'est 8-0 Carabin. On va continuer de s'échanger le ballon jusqu'à une autre séquence. Celle-là, un peu plus courte, 33 verges. Deuxième touché du match de Mathieu Barsalou. Une autre faux filade. Hey, j'en profite pour en parler. Là, je dis faux filade de Mathieu Barsalou. C'était un peu absurde comme faux filade. Là. Je ne sais pas combien il en a tenté, mais on ne parle pas de jeu de une verge et demie. Des fois, il allait chercher 3, 4, 5 verges. Le modus operandi, c'était essentiellement les gros bonhommes s'installent en avant, pulvérisent les joueurs en Bourgogne. Ouais. Puis là, Mathieu trouve le corridor le plus intéressant, puis se projette vers l'avant. Mais à un moment donné, il était rendu loin avant qu'il commence à tomber. Ou fait une feinte à James Leclerc à un moment donné aussi. Je dirais, on est rendu avec des variantes sur ce jeu-là. Exact. Ouais. Puis, mais c'était la continuité, Éric, comme tu disais, c'est la continuité de ce qu'on a fait à Québec. Tu sais, toujours, on se rend, on est à 1 ou 2 verges. Hey, fuck off, on botte pas. De toute façon, notre batteur manque ses bottées. Fait que, tu sais, on botte pas, on y va. Adam est là, on se met en arrière d'Adam, puis on y va. Si ça a marché contre Laval, ça a extrêmement bien marché. Même quand Adam a quitté le match, ça a fonctionné aussi après. Là. On a eu 2 Philippe Boyer dans ce match-là. On a eu Philippe Boyer de première demi,
puis celui de deuxième demi. Je ne sais pas s'il a changé de jackstrap entre les deux, là, mais on dirait qu'on n'avait pas le même botteur. Donc, ça nous amène un petit peu plus loin dans le deuxième quart. Pépé qui essaye de faire quelque chose avec rien sur un 2e et 20, se fait intercepter par Amuta de St. Mary's qui ramène ça sur 21 verges. Ça va donner un très court terrain à St. Mary's, juste 23 verges. Mais St. Mary's ont poussé leur chance, se rendent jusqu'à la ligne de 2 verges et vont échouer malheureusement, passer incomplète dans le fond de la zone des buts, revirement. Donc, les Carabins vont reprendre à l'ombre de leur poteau au début et ils vont concéder un toucher de sûreté après 2 tentatives ratées. On échange les ballons, ça va aller avec une séquence de 52 verges. Encore une fois, Mathieu Barsalou prend le ballon à la ligne de 1, 2 faux filades et finalement réussit son 3e toucher du match. C'est 22, là on me dit 12 ici, mais il me manque une séquence là, où suite à un botté raté avant la fin de la demi, de l'autre côté de la demi, on va avoir les premiers points de St. Mary's. Donc, voilà. 22-2 à demi. Oui, exact. 22-2 à la demi. Au début du 3e, Pépé se fait plaquer durement, échappe le ballon qui est recouvré. Encore une fois, un court terrain pour St. Mary's. Ils ne sont pas capables de faire grand-chose avec, mais ils sont capables d'aller chercher 3 points sur un botté de placement. Ça va nous amener à 22-5. Sur la séquence suivante, les Carabins ne réussissent pas à avancer, se mettent à dégager. Et c'est là qu'on a un jeu qui est vraiment décousu. Je ne sais pas si c'était une mauvaise remise, si Philippe Boyer l'a échappé, mais longue histoire courte. Il perd le ballon, ça cause un revirement, terrain court pour St. Mary's qui reprennent au 29. 3 jeux plus tard, Malik Williams, le bon porteur de ballon de St. Mary's, complète le travail avec une course de 4 verges. On en est maintenant à 22-12. Et c'est là que je parlais finalement du speech, parce que juste en avant de nous autres sur le banc, on a l'offensive qui commence à se parler. Gourgon et Rakim Canal-Charles qui prennent la parole puis qui réenlignent les flûtes en se disant que c'est pas normal là, que St. Mary's remonte au score. Donc, la séquence suivante, on a 7 jeux, 70 verges et ça se complète avec une passe de Pépé à Enrique James Leclerc. L'attaque reprend le contrôle. Les Carabins sont repartis. Ensuite, on aura, sur la séquence suivante, suite à une interception de Mathieu Bérubé, une course de Moulanda Saint-Pierre pour 4 verges. Et là, les Carabins ne seront plus vraiment ennuyés à partir de là. On va avoir un 4e touché de Mathieu Barsalou dans le 4e quart. Ça amènera le score à 49-12. Boyer ajoute un placement. Et dans le garbage time à la toute fin, suite à quelques beaux jeux, mais surtout une longue passe du remplaçant, dans le fond de deuxième carrière, Young à Robinson sur 23 verges. C'était leur partant l'année dernière. Ouais, c'est ça, mais c'est pas lui qui a joué l'essentiel du match. Là. Non, mais c'est lui qui a de l'expérience, c'est un gaucher aussi. Ils l'ont inséré de temps en temps dans le match. Ben, c'était durant la saison, c'est lui qui faisait tout le temps les 2 échos quand ils voulaient ouvrir leur cahier de jeu. Là, mais, Donc, à 16 secondes de la fin, Young rejoint Robinson sur 23 verges. Ça ramène Montréal 49-19 St. Mary's. Ça sauve un peu l'honneur là, en ayant scoré un 2e pour St. Mary's. Ce sera le score final 49-19 Montréal qui remporte la Coupe UTEC et donc s'accapare du billet pour la Coupe Vanier. Ouais. Vos premières impressions sur ce qu'on a vu samedi. Tam, je vais commencer avec toi. Tu étais là. Ben, je pense que St. Mary's ne s'attendait pas à ce qu'on court autant. Ça, c'est sûr. Personne ne s'attendait à ça. Non. Même nous autres. Avec nos 2 running backs partants, mettons, dans notre charte, là, pas habillés, ça ouvrait la porte à ceux qui attendent depuis longtemps d'avoir une opportunité de prouver qu'ils sont bons avec le ballon. Lambert, Moulanda Saint-Pierre, Jamal Louis ont très bien fait dans ce match-là. Et c'était des running backs aussi avec des styles différents de course que je pense que St. Mary's a peu vu sur les films et tu couvres pas ces 3 gars-là de la même façon. Donc, je pense que ça a créé des ouvertures et ça nous a permis d'avoir des longues courses. La ligne était bonne. La ligne fait un travail exceptionnel. Là.
Il y a des séquences qui ouvrent un camion. Oui, la ligne a fait un bon travail, mais c'est une ligne qu'on affrontait une ligne au US aussi. Là, je veux dire. Non, mais peut-être, mais on en a parlé toute la saison quand on s'est mis à chialer contre le jeu au sol, que notre ligne offensive était une ligne de protection, mais ce coup-là a été une ligne de... On y va pour pounder une chance parce que... Oui, mais on courait pas directement au centre non plus. On courait plus entre le bloqueur et... Je dis depuis toujours que les courses au centre. Non, mais entre le bloqueur puis le garde, souvent, je trouvais... C'était moins au centre. Tu avais Lambert que lui, c'est un moteur au centre, mais les deux autres, ils allaient un petit peu plus en périphérie. Où l'ouverture se créait parce que Diouf, c'est lui qui crée souvent la brèche dans le mouvement. Mais on est d'accord. Il n'est pas direct au centre, mais c'est ça. On est d'accord, ça crée des belles, des autoroutes souvent. Mais une chance, hein, parce que... Le 1-2-3 punch, c'est ça qui a fait la différence. En alternant aussi, tu avais tout le temps un gars de frais, là, tu sais. Ouais. Mais tu l'as dit, hein, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on court, ils s'attendaient à ce qu'on lance. Puis leur défensive aérienne a été efficace parce que... Leur défensive aérienne a été efficace toute l'année. Puis ils ont fait des revirements, ils ont bien couvert James Leclerc. T'sais, James Leclerc, pas mal toutes ses verges, c'est sur des passes courtes, puis c'est des gains après l'attraper. Il n'y a pas eu des passes profondes. À part la passe à Dosso, je pense que c'est la plus longue de la journée. Il n'y a pas eu beaucoup de gros jeux aériens. Non. C'est pas à cause du vent, c'est pas à cause de la température. Non. Il y a eu deux gros jeux aériens qui ont été rappelés à cause de pénalités de holding. Mais sinon... souvent, c'est parce que c'était des deuxièmes lectures, puis le bloc a dû tenir trop longtemps. Mais sérieusement, on va juste donner un peu de crédit à cette défensive. La défensive a bien fonctionné contre le jeu. Cette défensive-là a été le moteur de cette équipe-là. C'est ce qui leur a permis d'avoir des courts terrains. Puis après ça, l'offensive qui n'est pas terminée, là. Oublions pas là qu'il y a deux bouts qu'on a oubliés, c'est on a eu 3 interceptions nous autres là, mais dans un début là. Donc une juste à la ligne de 1 puis un autre à la ligne dans la zone début. Dans les buts. Ouais. Puis il y a un autre revirement de passe incomplète dans le fond de la zone début qui aurait pu être un pic là. On se comprend. Complètement. Oui, on aurait pu finir avec 5 pics dans cette game-là. Il y a un autre attrapé aussi au 4e quart qui était dans les mains. On a eu une défensive qui était somme toute dominante. Les 2 touchés qu'ils ont donnés, un, c'était suite à un revirement, les unités spéciales bottaient échappé court terrain. Fait que ça, c'était quand même assez difficile à défendre. Puis l'autre, c'était à la fin, il n'y avait plus d'enjeu. Puis, leur porteur numéro 1 n'a pas réussi à courir. Le seul gros jeu par la course, c'est leur deuxième porteur qui l'a eu, qui était un très, très beau jeu. Il s'est échappé, tout simplement. Exact, il s'est échappé. Les seuls moments où ils ont eu de l'avantage, c'est quand ils ont mis le deuxième, le corps arrière qui était partant, mais qui est leur deuxième pour la fin. Là. Comme c'est un gaucher, ça change un peu ta stratégie de défense parce que le ballon ne sort pas de la même façon. Fait que c'est là que ça a eu un peu d'avantage à déstabiliser, mais vous l'avez dit, quand Gourgon a décidé qu'il engueulait un peu. Quand il est rentré aussi, là, je veux dire, la plupart de nos partants étaient assis aussi. Ouais. Mais il y a un moment donné, là, il y a sur 2 jeux, les 2 interceptions à la zone début. En première demi, ils ont été 2 fois dans la red zone puis ils n'ont pas réussi à capitaliser St. Mary's parce que ça aurait pu être égal à ce moment-là. Là, ça aurait été un autre match. Mais, mine de rien, j'ai pas senti que les Carabins ont tant pesé sur la pédale que ça. Ils ont fait le minimum, j'allais dire le minimum pour gagner, c'est pas vrai, ils ont bien joué, mais ils n'ont pas senti le besoin du désespoir de se dire... Non, il n'y avait pas de... ils se sont adaptés à ce que St. Mary's leur a donné. Oui, puis il y avait... Tu disais tantôt, des matchs où je crois pas que c'était par design que les Carabins voulaient nécessairement courir autant. C'est que quand ça fonctionne aussi bien, tu continues. Les DB de St. Mary's couvraient bien nos receveurs aussi. Là. Ils étaient rarement libres là, dans les zones où Pépé voulait lancer. Donc. Et mine de rien, quand tu coupes ton banc de 6 joueurs pour... on a aussi coupé nos quelques receveurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il y avait moins de receveurs que d'habitude. Un de moins. Ouais, c'est ça. On a gardé nos 3 fullbacks pour on a habillé 3 running au lieu de 4.
Moi, le fait qu'on ait gardé trois petits receveurs, ce qui veut dire Drolet, Riopel et Alexandre, je trouvais ça un peu louche au départ. Ça a rien changé. Alexandre, lui, il se démarque tout le temps malgré sa grandeur. Ça n'a rien changé. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien changé. C'est juste que j'aurais mis plus de gros bonhommes, mais là, je suis en train de chialer la cuillère d'argent dans la bouche, là, tu sais. Non, mais c'est vraiment ça. Le jeu au sol a marché, tu l'as dit, ils nous ont donné le jeu au sol, ben on l'a pris. Puis à un moment donné, nos bons receveurs. Moi, je peux difficilement chialer contre l'attaque, même si, je pense que l'attaque aérienne n'a pas aussi bien marché que d'habitude. Je pense que Pépé a moins bien joué. Mais... écoute, Pépé, c'est 19 en 28 avec une interception. C'est pas mauvais, mais il y en a moins essayé que d'habitude. Puis, tu sais, la plupart de nos longs jeux qui ont réussi ont été rappelés. C'est juste qu'on a 40 jeux au sol. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Dans une bonne journée, c'est l'inverse. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. Aucune idée si c'était planifié comme ça. Ouais. Mais clairement, c'est ça qu'ils ont pris. Puis, on s'est rapproché de la porte des buts constamment. On a mis notre Barcelo, on a sorti Adam. Puis, Chris, ça a marché. Puis, on n'avait rien à faire de plus. Puis, mine de rien, si Boyer, il aurait dû avoir plus de points. Parce que Boyer a quand même manqué 2, 3, 4, 5, 6 placements. Puis, j'exagère. Il y en a eu un raté, un bloqué. Là, sur le bloqué, c'est dur à dire qu'est-ce qui s'est passé. Là, le gars qui l'a bloqué, comment il s'est ramassé là? Hein? Comme j'ai dit sur l'autre, sur le dégagement qui a créé un revirement, je pense que c'était partagé. Là. La remise était basse, elle aurait peut-être été attrapable, mais bon, tu sais, c'était tempête parfaite de la chose qui ne marche pas. Moi, c'est les unités spéciales. Là, des bottées bloquées, là, ça fait une coupe là, depuis le début des séries. Là. Ça, c'est inquiétant. Là. Les remises, là, les remises basses que Boyer, c'est arrivé une couple de fois aussi depuis le début des séries. Puis contre une équipe à la vanille, ça, c'est un aspect qu'il va falloir améliorer parce que c'est ce qui pourrait nous coûter le match. Tu sais, tu enlèves ces revirements-là. Là, St. Mary's n'a rien. Ils ont fait 10 points sur des revirements. Ils ont fait 19 points. Il y en a 2 que c'est sur le toucher de sûreté. Il y en a 10 que c'est sur des revirements. Tu leur enlèves ça, il reste quoi? Le toucher dans le garbage time à la fin. Tu lances quasiment un blanchissage, là, tu sais. Ouais. Mais ils sont rendus à porte des buts plus que je m'attendais, par contre. On va... Ils se sont bien battus. Il fallait... C'était leur défensive qui leur a permis de se gagner du bon positionnement de ballon. Mais ils n'ont pas lâché, là. Ils perdaient par 3 touchés. Puis à demi, en revenant de la demi, ils croyaient encore, là. Il était dans le coup, là. Et c'est la meilleure équipe de l'US que j'ai vue depuis longtemps. Sérieusement, il n'y avait pas de l'air déclassé tant que ça. Leur défensive était vétérane pas mal aussi. Là. En termes d'exécution, couverture, les schémas, c'était excellent. Là où ils n'étaient pas capables de compétitionner, c'est en puissance brute au niveau de la ligne. Des deux ils se sont fait dominer des deux sens du ballon. C'est ça qui les a tués. On voulait avancer, on avançait. Il était fatigué à la fin. Hein? À la fin, il était sentait. Même au retour de la demi, on les sentait déjà fatigués. Ouais. Mais il y avait encore Écoute, c'est ça que je te dis. Mentalement, ils étaient déterminés. Parce que ça leur a pris 1 ou 2 jeux. Puis Colin, il revenait. Mais c'est ça. Je sais que les Bleus prennent ça au sérieux un petit peu. À un moment donné, ils se sont dit là, on arrête, là, on focus. Puis, whoop! L'accélérateur a parti, puis l'écart s'est créé, puis il n'y avait plus d'orbanésie. Comment étaient les gars après la game, compte tenu que vous étiez quasiment assis sur le terrain, vous avez pu parler avec eux autres sans aucun problème, là? Pas tant. Là, ils ont quitté assez rapidement parce que l'avion était relativement tôt après la game, puis il fallait qu'ils mangent avant de partir. Ils ne voulaient pas toucher au trophée, puis ils ont parlé à leurs parents, puis c'est sorti du terrain. C'était assez rapide. Je te dirais quand même assez business. Ouais. Les gars n'étaient pas mécontents d'avoir gagné, mais c'était pas la grande fierté. Je pense qu'ils étaient satisfaits, sans plus. C'est vraiment celle de samedi qu'ils veulent, là. C'est parce que, tu sais, avec nos souvenirs Facebook, j'ai revu le vidéo de notre dernière victoire de la UTEC contre les Mauves. Puis, les gros Mauves. Les gros Mauves.
Pas les poneys. Pas les petits mauves qu'on a ici. Les gros mauves. Les gros mauves qu'ils ont là-bas. Mais les joueurs étaient contents. Ils étaient vraiment contents. Cette game-là, ils étaient vraiment contents. Tandis que j'ai pas senti autant d'explosion de joie à la télé. Mais c'est pour ça que je vous demandais, vous étiez sur place. C'est quoi, c'est Song Su, ça? À vaincre sans péril, la victoire est sans gloire? Ouais. Ben, c'est un peu ça, là. C'est-à-dire que je pense pas que les Carabins sont rentrés là en se disant on va aller chercher une grosse victoire. Ils sont rentrés là en se disant on va jouer notre game, ça va être fait, on va passer à la suivante. Jouons comme du monde, puis on est sûr de rentrer. La victoire contre Western, il y a tellement de gens qui avaient dit Western, c'est une machine, ils vont venir à Montréal, ils vont lui piler dans la face, puis c'est le contraire qui est arrivé. Fait que, là, je pense qu'il y avait une fierté. Contre l'Atlantique, à la limite, c'était juste on veut faire bonne figure, on veut rentrer confiant. On veut partir avec le moins de blessés possible, puis. Non, c'est ça, parce que veut pas, il y a des gars qui sont maganés, puis ça, c'est ce que tu veux pas, là. Ouais, puis justement, vous avez vu les maganés, ça va de l'air de quoi? Ben, on nommera pas de nom, là, mais il y a des gars qui n'auront pas de chandail sur le dos en fin de semaine. C'est plate d'être rendu là, puis d'en être là, mais ainsi soit-il, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh oui. Mais quand même, à TV, c'était drôle de voir Gourgon engueuler. C'est 24, je pense, Deslauriers, je pense que c'est ça son nom. Engueuler 24 qui a voulu s'installer en dessous de la coupe. Touche pas, puis il te l'engueulait. C'était drôle. Il y a eu un bon match, Deslauriers, ces unités spéciales. Ben ouais. Non, il y a eu des bons flashs d'un peu tout le monde. Tu sais, c'était vraiment. Comme je te dis, c'était quand on a parti avant de te dire adieu dans les estrades, c'est le seul moment où on a vu les joueurs des Carabins se revirer de bord. On virait, nous ont fait une face. On vous entendait. Moi, je suis parti à rire parce que je vous entendais à la télé, puis je suis parti à rire. Le mic de TVA était juste à côté. Celle-là, c'était drôle parce qu'on se l'est calé. La façon que c'était fait, c'est qu'il y avait comme il y avait un skyjack en plein centre, mettre la caméra de l'autre côté. Puis les estrades étaient réparties de l'autre côté. Puis je te dirais il y avait peut-être 4 estrades de chaque bord de bleu. Fait que, tu sais, on faisait un call, mais là, on regardait au loin pour voir le monde. Celui-là, on s'est pointé, on se l'est calé. Il dit OK, à pause de 3 minutes, on la part. C'était un crise de bon move parce qu'on vous entendait c'est ça, parce qu'il n'y avait pas d'habitude, c'est comme un temps mort, puis on le sait qu'il n'y aura pas de temps de musique. Non, c'était un super voyage. Mais contrairement aux autres stades de l'Atlantique qu'on a fait dans les dernières années, au moins les partisans faisaient du bruit. Ils faisaient du bruit, ils étaient là. Ils criaient du defense, c'était pas les joueurs sur le banc qui criaient, contrairement à d'autres places qu'on a fait, puis que c'était juste les joueurs sur le banc qui criaient. Là, ils étaient impliqués un peu plus, ça faisait du bien à voir. Là, soutiens ton équipe. Ils ont fait à peu près 2000. De bonne guerre. Le chiffre officiel, c'est 2100, je le crois. Ça se tient. Ils ont comme une espèce de VIP, c'est vraiment bizarre. Tu as les estrades, tu ne le voyais peut-être pas du niveau de la caméra, parce que ça, c'était du côté de la hardcam, du côté de la caméra centrale, en arrière du bas des Huskies. Fait qu'ils ont des estrades un peu comme de l'autre côté. Sauf qu'une fois que tu arrives, je te dirais peut-être à la ligne de 30, là, il y a comme une espèce de section du bâtiment qui est avancée. J'imagine que c'est des locaux à l'intérieur. Ils sont allés jacker des estrades par-dessus ça, puis ça, c'est le VIP. Ça donne accès à un bar intérieur. Le petit salon en dedans, le petites affaires, puis je sais pas. Un équivalent de notre salon VIP, avec des estrades, tu sais. Oh oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est nice, par exemple. Ça, c'est nice. Ça. Ils font des belles affaires, mais malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui se déplace venir voir les games. C'est juste le bout de plate. Mais ça, Halifax, c'est pas une grosse ville. T'as 2 universités dans la ville quand même. Là. Oui, je sais, mais l'autre bord de la baie à Dalhousie. Écoute, il y a du bon quand même. C'est juste pas... c'est plus ce que ça a déjà été. Ouais, c'est dans le temps où il y allait à la Vanier qui était fort, c'était rempli, là. Ils remplissaient leur restaurant. Par contre, dans ces années-là, la composition des équipes, c'était vraiment des Ontariens, des gens de partout de là. Et c'est St. Mary's de cette année, là, celle que vous avez vue, c'est exactement ça. Le retour du coach historique a fait ça, a ramené. Fait on peut quand même espérer que pour les prochaines années, ça devienne. Non, mais ils ont des blue chips, mais c'est la profondeur. Mais les équipes de l'Atlantique, c'est souvent ça, c'est la profondeur, le problème. Là. Puis il y a quelque chose dans le système. Tu vois les gars qui arrivent via le cégep, qui arrivent à l'université, sont plus forts, sont meilleurs, sont capables de développer dans un système plus évolué. J'ai pas l'impression
en Atlantique qu'ils ont ça. Quand on parle de manque de profondeur, c'est que ils peuvent avoir une couple de gros joueurs, mais ils n'ont pas de profondeur. Puis le système, je veux dire, je ne suis pas un expert dans ce qui est le football junior, mais je serais curieux de voir au niveau développement à quel point ils en sortent des gros joueurs avec les années. Il y en a qui sortent de l'Ouest, il y en a qui sortent de l'Ontario, il y en a qui sortent du Québec. Mais nous, on a des entraîneurs à plein temps à partir de ça. C'est ce que moi, j'attendais que tu finisses, Eric, pour dire exactement ça. Une des grandes différences, c'est que nous autres, on a 7 coachs à temps plein qui gagnent leur vie avec ça. Probablement que St. Mary's a un coach et demi à temps payé. Non, mais tu prends même le cégep. Les cégeps, maintenant, au minimum 1 ou 2 coachs à temps plein, ou sinon avec des tâches dans l'entre-saison. Même chose au niveau secondaire. Les jeunes sont encadrés plus tôt. Puis ça on le voit dans le U18, le U20, mais le Québec est toujours bien placé. Là. Fait que c'est pas juste un problème de les programmes universitaires / l'argent dans ces programmes-là, c'est systémique. C'est ce qui s'est passé. Ce qu'on a au Québec maintenant, c'est le résultat de décennies de développement du football au Québec. C'est pour ça qu'après ça, quand je vois des commentaires comme l'argent au Québec, nanana. Ouais, c'est parce qu'il y a 20 ans, il n'y en avait même pas de programme. C'était même pas un problème d'argent. On l'a développé. C'est ça. Puis, on a eu l'avantage, mettons ça de même, d'avoir 2 universités qui mettons gros guillemets, qui se détestent, qui se sont tirées vers le haut. L'Université Laval qui a tiré tout le monde vers le haut. L'Université de Montréal a tiré tout le monde vers le haut. L'arrivée des universités francophones aussi a permis de retenir les joueurs québécois aussi, non? Oui. Hey, on va passer rapidement sur le match de la Coupe Mitchell entre Queens et Saskatchewan. Match qu'on a écouté sur un téléphone dans le terminal de l'aéroport. Gracieuseté de Steve qui l'a tenu. Merci Steve qui nous a qui est resté pendant à peu près 2h30 dans cette position-là. Ça n'a pas été la meilleure game au monde, hein? Non. Tu regardes les stats puis tu fais hey, c'est pas la bonne équipe qui a gagné. Ouais. Mais les unités spéciales d'une équipe a défait l'autre. Exactement, c'est les unités spéciales. Littéralement ça. C'est ce qui a sauvé. Le transfert retourneur de Saskatchewan. Saskatchewan a volé Kubango qui a volé un. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi Western a eu plus de difficultés cette année parce qu'ils ont perdu. Je ne sais pas. Mais lui, là, il a fait une différence. En gros, tu en avais parlé, Tam, hein? C'était l'attaque de Queens contre la défensive de Saskatchewan. En gros, en disant, dans l'Ouest, ils n'ont pas d'attaque cette année, mais ils ont des défensives. Puis dans l'Ontario, ils n'ont pas de défensive, mais ils ont des attaques. L'inverse. Je veux dire, Queens toute l'année, ça a été erratique offensivement, là. C'est leur défensive qui leur a permis d'avoir des bons positionnements de ballon puis de marquer des points. Là, tu regardes les stats, ils ont beaucoup de stats offensives, pas tant de revirements pour... Ils ont créé des revirements, mais ils n'ont pas réussi à en profiter. Là. Ils ont intercepté 2 fois là, avec le QB recrue de Saskatchewan. Ils n'ont pas réussi à en profiter. Moi, personnellement, je trouvais que Queens avait vraiment mieux joué, plus constant, plus fort. Mais unités spéciales. Ils se rendaient jamais à foutu red zone. C'est ça. C'est ça. Saskatchewan a été beaucoup plus opportuniste. Il y a des drives qui ne faisaient rien pantoute. Puis, leur joueur vétéran leur a permis de gagner. Un gros jeu. Ouais. Queens a été extraordinaire dans le centre du ballon. Mais en gros, moi, je trouvais, en tout cas, on va en parler quand on va tomber là. Mais moi, Saskatchewan ne m'a pas impressionné. L'attaque de Saskatchewan ne m'a pas impressionné par tout. Le corps arrière, les deux ont des bons bras, mais ne sont pas précis. C'est ça que ça donnait comme impression. Les deux corps arrière, ils pilaient ça fort, puis pas précis pendant tout. Tu sais, ils étaient loin, pas dans les bras. Ça m'a impressionné. Dans les faits, Saskatchewan, c'est Frank, c'est ça, hein, leur porteur de ballon. Riker Frank, leur porteur de ballon. Oui, c'est leur receveur. Tout a dépendé mais leurs unités. Quand c'est serré, leur botteur. Leur botteur a fait un méchant job, là. Oui. Mais leur botteur a des statistiques très, très, très semblables à Boyer cette année entre les 2 poteaux. En tout cas, ils ont eu besoin. Il y en a un des deux qui a été meilleur. Il y en a eu besoin de 2 à la fin, il leur a donné. Mais d'un dégagement, ils ont gagné le positionnement, puis ça a apparu, puis avec les retours du botté. Les retours de botté lui redonnaient tout le temps une bonne position. Puis... tu vois, Lucas Scott, c'est ça que je dis que les unités spéciales vont être importantes là-dessus pour Lucas limiter leur Scott a quasiment
il est à 8 verges de moyenne au-dessus du botteur de Queens. Ça veut dire qu'à chaque échange, en moyenne, il gagnait 10 verges. Puis tu rajoutes les bons retours de beauté, t'imagines, là. Non, Une coupe de gros jeux. Non, écoutez, ça s'est pas joué à grand-chose, mais à aucun moment, j'ai vraiment cru que Queens était capable de la gagner, celle-là. T'sais, on dirait que Saskatchewan était tout le temps capable. Mais leur défensive a créé les revirements, mais c'est leur attaque qui n'a pas été capable d'en profiter. Voilà. Exact. Donc, ils ont tenu dans la game, tout simplement. Ils ne peuvent pas jouer des deux bords du ballon. Faut que notre attaque t'aide un peu. En même temps, ils ont des bonnes statistiques dans le match au final, mais dès qu'ils arrivaient dans la zone payante, ça ne fonctionnait pas. OK, donc si on part à notre analyse pour notre game... c'est là qu'on est rendu. Je te vole ta job d'animateur, là, mais c'est parce que là, j'allais me poser comme question... C'est correct, t'as bien de la pratique cette année, Frank. Non, mais pendant que vous parliez, je me posais la question, est-ce que, puis là, je vais te poser vraiment plus la question à Tam, parce que tu as vu les équipes, ces deux équipes-là. Est-ce que cette partie-là, elle est représentative de ce qu'on devrait s'attendre comme adversaire ce samedi? Parce que moi, je le répète, là, vous m'avez entendu, je les ai pas trouvés impressionnants. Mais là, aucun des deux, je trouve les attaques ordinaires, vraiment ordinaires. Au même titre que plusieurs trouvaient notre attaque ordinaire ce week-end, malgré les points qu'on a scorés. Bon cas. Je veux dire, vraiment... 49 points, c'est ordinaire. Non, mais c'est parce qu'on n'y allait pas de façon aérienne. C'est qu'on est rendu difficile. On a eu des terrains courts souvent. Non, moi, je fais juste répéter ce que j'ai entendu d'analyste. Éric, t'as raison. Sais-tu pourquoi? Oui, j'ai raison. Notre attaque était différente. C'est qu'on a couru plus qu'on a lancé le ballon, mais en même temps, pourquoi ça fait mal? Faut pas avoir peur de la différence. C'est ça qui crée la richesse. Au mois de novembre, tu veux que ton jeu de course fonctionne parce que c'est ça qui contrôle le chrono. Ouais. Par contre, là, je dois vous avouer là, que après avoir vu la belle course, St. Mary's a fait une belle course à un moment donné qui nous a fait mal en escalier. De leg au deuxième quart, je crois. C'est ça. Mm-hmm. Et c'est souvent par la course qui réussit. Bon, qu'il y a eu quelques beaux jeux de passe, mais la course qui a fait avancer. Et bien, mine de rien, Saskatchewan, c'est essentiellement un assez bon jeu des bons porteurs de ballon. Pas autant que quand ils nous ont battus. C'est ça. Pas autant que quand ils nous ont battus. Mais Franks, il est pas mauvais pantoute, mais ça me fait peur. J'ai confiance en les défenseurs. À la dernière fois où on les a affrontés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un post-traumatique de ce match-là. Gourgon m'en a parlé, hein? Oui, mais à cette époque, mais les gars, quand on attendait l'avion, ils voulaient Saskatchewan, ils voulaient pas Queens parce qu'ils voulaient avoir l'opportunité de se reprendre. Pour en revenir à mon point, contrairement à 2021 où il y avait 3 bons porteurs de ballon, là, il n'y en a qu'un. Ils alternaient. Là, ils ont juste Wright. Ouais. Ils en ont d'autres, mais ça passe par lui. Leur attaque est plus balancée qu'à l'époque. Puis je trouve que côté receveur, quand ils sont venus nous affronter la dernière fois, il y avait plus de diversité offensive. Si on regarde les statistiques, tu vois, tu as vraiment Weebs qui est leur porteur qui est presque à 1000 verges, le receveur qui est presque à 1000 verges. Puis après ça, tu tombes à 300 verges. T'sais. Je sais qu'il y a Varbra qui a presque pas joué de l'année, qui est un bon receveur pour eux. Je sais pas s'il va être habillé ou pas pour cette partie-là. Je sais pas s'il est fini pour l'année. Dans les statistiques, comme je joue 4 matchs, puis j'ai pas réussi à voir celle du match. Je regarde vite, là. 22 points pour Saskatchewan, samedi dernier. C'était leur 2e plus bas total de l'année. Ouais, non, c'est ça. Ils ont quand même score des points, là. Ouais, mais dans l'Ouest aussi, généralement, ils scorent des points aussi, là. Mais tu sais, si on regarde les statistiques, là, tu sais, dans la red zone, ils sont 18 en 27 pour les toucher, là, tu sais. En 18 touchés pour 27 occasions dans la red zone, ce qui est pas... qui est correct, là. Correct, sans plus. En plus, là, leur botteur, il est 11 en 18, 61%. Le nôtre est à 62%, ça s'équivaut.
Ouais. C'est pas bon, ça. Sur les unités spéciales, par contre, le retourneur a des meilleures moyennes que les nôtres. Les nôtres, un retour sur 2, on a du holding ou presque, là. Peut-être un. Je vais te dire, Tam, c'est que ce que j'ai peur, moi, c'est que leur avantage, leur force équivaut à nos faiblesses. Ouais, mais si ça avait été leur QB1 qui était là, parce que leurs bonnes statistiques aériennes cette année sont avec leur QB1, pas avec leur QB2. Leur QB2, là, attends, c'est lequel? Celui qui est là. Amon-Ra, c'est leur QB1 qui a le cancer en ce moment, qui joue pas depuis un mois et demi. Fait que c'est lui qui a la majorité des statistiques aériennes pour cette équipe-là. Okay. Leur deuxième QB, Farrell, tu vois, il a joué, il est 58 en 95 en saison régulière. Là. Fait que c'est pas lui qui a eu le majorité. C'est pas très bon. Il a pas paru très bon samedi. Il a 8 touchés, 3 interceptions. Il y a eu 2 interceptions ce week-end. Il y a eu des interceptions dans les autres matchs de série. Pour moi, cette équipe-là, s'ils veulent être dans le match, ben, il faut que Riker Frank ait une bonne game, qu'il soit proche du 100 verges ou sinon plus que 100 verges pour bien placer Saskatchewan dans le match. Puis il faut que Daniel Wibbs va toucher le ballon le plus de fois possible. Là. C'est lui leur gros receveur. Sinon, tu as Lenea puis Kobungo qui peuvent créer un peu de spark. Leurs débits m'ont paru louches. Frank, cette année, il l'utilise à toutes les sauces. Là. Tu vois que tu checkes les gains, il est 5e receveur. Là. Mm-hmm. Donc, moi, je te dis, leurs débits m'ont paru louches. Là, si on peut lever la balle comme du monde, on devrait être correct. Là, ça... Ils annoncent une température de septembre. Je pense qu'ils annonçaient 9 avec les carabins, double Weebs toute la game, puis tu essaies de limiter les gros jeux qu'il peut faire. Puis tu prends le risque que les autres receveurs se libèrent, mais tu peux pas se laisser ce gars-là travailler seul. Si on est capable de bien fermer le jeu au sol, ça va les obliger d'aller par les airs, puis c'est là que ça va être payant pour nous parce que ce QB-là lance des interceptions. Ils sont probablement pas capables de nous battre par les airs. Ouais. Nous, si on est capable de lever le ballon, d'aller chercher les gros jeux, c'est là que ça va fonctionner. Je pense que si on leur donne pas de chance de rester dans la game, ils pourront pas. Ben, tu vois, moi, Eric, j'allais te dire, si on joue la défensive, la même type de défensive, là, la même organisation défensive qu'on a utilisée à Laval, donc bloquer le jeu au sol direct en partant avec un 4-3 sur le premier jeu, question de forcer à lancer en ramenant une édition très légère après, là, on pourrait se faire avoir avec un... Mais si on était capable de couvrir Roy, on devrait être capable avec Frank, puis de le forcer mais c'est comme Roy, il y a des mains aussi, il peut attraper un ballon, fait qu'il faut faire attention au dépanneur. Mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la défensive qu'on a jouée en fin de semaine, parce que c'est pas ça qu'on avait besoin de faire. Mais c'est ce genre de défensive-là qu'on devrait, à mon avis, mettre en place. Parce que tu vois, de façon aérienne, leur statistique globale ressemble aux nôtres. C'est 22 touchés aériens pour 19 pour nous dans la saison régulière. Ils en ont 6 au sol. Nous, on a 11 au sol. Dans les first downs, c'est quand même relativement semblable. On court à peu près pareil sur le premier essai. Puis sur on a les mêmes tendances là, sur notre ratio de passe-course au premier essai. C'est une équipe qui est quand même pénalisée. Fait c'est un bon... Mais là, ça va être un crew mix, ça va être dur de dire c'est quoi. Là. Ça va être difficile. C'était bon. L'arbitrage a été bon en fait, semaine. Oui, écoute, pas beaucoup de flags. Je m'attendais à. C'est rendu qu'au Québec, c'est quasiment nous autres les maniaques du mouchoir. Là. Je pense qu'on est les pires. Non, depuis 2 ans au Québec, c'est plus lousse. Là. Je veux dire, à Dunsmore, la Dussault, ils ont laissé jouer. C'est vrai. Souviens-toi, il y a 2 ou 3 ans, là, toutes les équipes avaient 200 verges de punition par match. Je pense que la Dunsmore, c'était l'exception. On est revenu à, je pense, un juste milieu où les flagrants, ça va être lancé, sinon ça
ça va être laissé jouer, puis c'est correct comme ça. Dis-moi, Comme je Eric, c'est quoi disais, les odds? Les odds, d'après le site louche que j'ai trouvé, C'est Carabin par Carabin moins 4,5. Ouais, c'est ça. Le over-under est à 49,5. Et Chris, c'est beaucoup. Hein? C'est Ben, beaucoup. pas tant- Ah non, c'est on s'attend à 25-24, genre. 27-24 à peu près. On s'attend à ce que les deux équipes soient dans la vingtaine. Évidemment, c'est comme je l'explique souvent, ces cotes-là, c'est pas nécessairement une prédiction, c'est plus où est-ce que les gamblers vont se tenir. Fait que, mais ça donne quand même une idée de ce que les parieurs là, s'attendent à voir. La défensive des Huskies, c'est pas une de celles dans l'Ouest qui crée le plus de revirements. Mais il est créé dans des moments critiques comme la game samedi passé avec où ils ont repris puis ça a changé le momentum. Fait. Moi, Ça va être de la gestion d'émotions Oui, pour beaucoup. moi. Puis pour serrer la vis sur les unités spéciales. On peut pas se permettre un botté bloqué ou accorder un long retour. Faut pas en donner. Faut juste pas leur donner la game. Leur attaque peut avancer. Les Carabins toute l'année ou presque. Les équipes adverses ont avancé tranquillement le ballon, mais dès que tu arrives en zone de points, mettons 35, là, on cassait plus. T'sais. On limitait à déplacement. On limitait. Fait que le match est ce samedi. Nous, on va y être. On a déjà nos billets d'avion. Ouais. On s'est loué une petite maison écoute, pittoresque de Saskatchewan. Là. Elle est super belle en dedans, mais à l'extérieur. Ouais. À l'extérieur, c'est la petite maison de clabard blanche. Là. C'est Saskatchewan. loin du stade? C'est la 10 Saskatchewan. minutes. On le voit par la fenêtre. Ouais. No joke. On le voit par la fenêtre. Puis, tu sais, c'est pas trop C'est surtout le fait qu'il y avait 3 chambres, fait qu'on pourra travailler ça donnait bien. Ouais, on va faire... Dans le fond, nous, notre plan, c'est un peu on arrive d'avance là, parce que c'est le vol qu'on a avec l'équipe. Les gars vont participer au banquet de la Ligue de U-Sports le jeudi. Nous, on va probablement butiner les autres activités. Il y a une affaire de déjeuner de crêpes là, à l'Université de Regina. Je pense qu'on va aller voir ça. Fait qu'il y a des petites activités un peu... tous les jours avant le match. Louer une voiture, là, on va pouvoir bouger un peu aussi. On va voir des affaires. Là. Apparemment qu'il n'y a rien à voir à Regina, c'est pas grave, on va s'en trouver. Ouais. Je te dis pas qu'on va pas faire la visite du Parlement de la Saskatchewan. T'sais, on est peut-être rendu là. Des crêpes, c'est de quoi avoir. Il y a sûrement un pub à quelque part. Il y en a quelques-uns. Il y a sûrement un deuxième pub à côté. Sérieusement, ils ont le Warehouse District, qui est un secteur industriel rénové à côté des tracks, du mauvais bord de la track. Ben, en tout cas, ils font bien de la pub avec ça. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que non, ça va être une belle longue fin de semaine en Saskatchewan. Puis ils font un tailgate Si dans vous le êtes stade. sur place, écrivez-nous. Attends, ils font un tailgate dans le stade? Oui. Ouais. Eux, c'est dans le stade que ça se fait. Ouais. Fait qu'ils rouvrent plus tôt, puis tu vas prendre une bière dans le bar du stade. Ça revient un peu à ce qu'on a fait. Oui, mais c'est pas Parce une que mauvaise idée. Quand je suis allé Ça prend voir... juste ton billet de match pour pouvoir Tu rentrer dans cette rentres 2 heures zone-là. d'avance, puis tu chilles. C'est ça. L'année passée, là, je suis allé voir du rugby là, à Perpignan, là, puis c'était exactement ça. Là, il ouvre tout le contour du stade, puis c'est les barres du stade. Exactement. Là, c'est ils ont vraiment un nice. super beau stade qui risque pas d'être plein parce que c'est quoi, 40 Hey boy, 000 ça c'est le bout qui me fait peur. Honnêtement. moi, j'ai hâte de voir le nombre de billets qui ont été vendus. C'est quoi, c'est 35 000 places, ce stade-là? Ouais, à peu près. Comme les stades de si on est 2000 dedans. Le Mitchell Bowl l'année passée contre Laval, il y avait 5000 quelques spectateurs. Ouais, mais attendez, là, on a attendez, une là, c'est équipe de la Saskatchewan en Saskatchewan, Saskatchewan, donc il y a peut-être des chances qu'il y ait... Ouais, mais c'est comme l'équivalent d'un Montréal-Québec. Fait qu'il va falloir qu'il roule un Montréal-Québec. C'est l'équivalent de Montréal-Québec. Ben, je m'attends pas à 20 000. T'sais. Je m'attends pas à 20 000, moi non plus. Même si les billets sont 20 $, c'est moins cher que nos billets de saison de Je pense qu'on est capable de pogner c'est fou. 7 000. Ça va être beau. Puis c'est sûr que des bleus, il va en avoir une poignée. Là. Ouais. Si on est 100, ça va être beau. Là. Ouais. C'est loin. Avez-vous vu le prix des billets d'avion? C'est ça. C'est vraiment loin. Ouais. Il n'y a pas de vol direct. Tout passe par Toronto. Ça coûte un bras et une jambe. Les horaires sont dégueulasses parce que qui va là, ever?
Mais non, voilà. je comprends qu'ils ne peuvent pas l'envoyer à Québec à chaque année, la coupe. Là. L'année prochaine. Puis Toronto en veut plus. Mais c'est pas la place la plus accessible. De façon logistique, c'est un lieu qui est très, très difficile à aller, qui n'est pas abordable à aller. Fait que pour les fans, c'est dur de voyager. Ben, c'est pas abordable de te rendre. Une fois là-bas, c'est ça va. Là. Ça nous revient moins cher qu'Halifax, sérieusement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis pour les fans des Carabins qui seront à Montréal puis qui seront pas à Regina, donc il y aura une présentation de la partie à la cage au sport du complexe des Jardins. Donc tout le monde est sur le complexe des Jardins, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ce qu'on avait Jardins, dit. donc place des festivals. Écoute, il y en a qui, sur l'événement, là, vous pouvez le trouver sur la page des Montagnards si vous voulez confirmer votre présence. Même si vous ne confirmez pas, on s'entend, là, c'est une cage au centre-ville le samedi après-midi. Là. Je serais abasourdi qu'il n'y ait plus de place pour vous. Là. Non, mais il y a une cinquantaine de places de réservées pour la présentation de la game. Oui, mais il y en aura d'autres choses. Là, je veux dire, même si tu arrives là à 100... C'est le staff, peut-être que ça va être plus long à voir la bourse. Vous allez être correct. Fait que heure du Québec, ce match-là est à 2h. Ah ouais? J'ai manqué parce qu'il est à 13h, heure locale de Regina. Ouais, on va avoir le résultat 1 heure avant vous autres. Non, c'est pas de même, ça marche. Non, ça marche pas de même, malheureusement. Right, bon. On va essayer de vous filmer des trucs. On va peut-être tourner un deuxième podcast si l'opportunité se présente. Sinon, on vous fait un live le soir devant Mosaic Stadium. Ou le matin, ou whatever. Ouais, c'est ça. Ouais, le soleil qui se lève sur le stade. Ouais. On va faire un pre-match devant le stade ou dans le Beer Garden. Tout ça. Surveillez nos médias sociaux pour suivre nos aventures. Je poste mon vlog, on pose des photos, on met des publications. Fait qu'on s'amuse en masse. Puis, on aura aussi des publications du party là, au complexe des Jardins. Fait que pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que vous regardez peut-être présentement. Si vous aimez ce qu'on fait, ben encouragez-nous. 20$ pour devenir membre. Il est tard dans la saison, mais tout l'argent qu'on ramasse, on va le redonner aux joueurs d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pour la bonne cause. Hey, merci d'avoir été là. Bon match. Allez les Bleus samedi. On y va pour la 3e bannière. Bye tout le monde.